Let go your superstitions and your silly conspiracy theories. This is real, goddammit. This is real and you are part of it, whether or not you accept it. You are part of it. Oh, you lazy masses, arise. Bonjour et bienvenue sur mon podcast Auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je m'appelle Aurène Bayard, je suis psychologue clinicienne et psychocriminologue. Habituellement, je vous propose une analyse sur le profil d'un auteur de violences sexuelles, mais pour aujourd'hui, je vais juste répondre à une question qui m'a été posée. People, please come and rally. Come stand up for yourself. For all goodness and grace, this may be the last fight we face. Only decency unites the human race. Only decency and love. Nothing below and nothing above, just love. Nous sommes en juin et cette année, c'est le mois où je prends mes congés d'été. Cela me contraint à faire une pause dans l'écriture de mon podcast, mais je prévois déjà un prochain épisode pour la mi-juillet. Il sera question d'une mère incestueuse envers sa fille adolescente. Et pour la notion de psychocriminologie, je vous présenterai les 14 types de viols ou tentatives de viol répertoriés dans le manuel de classification criminelle américain. Cet ouvrage a été élaboré par 4 pointures de la criminologie nord-américaine, tels que John Douglas, agent du FBI à l'origine du profilage, et dont s'est inspirée l'excellente série Mindhunter. Je m'appuie sur la 3e édition de ce manuel, la dernière en date, qui a été publiée en 2013. Alors, en attendant ce 10e épisode à venir, je vous propose un court audio aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée en lien avec l'actualité, et notamment l'affaire de Patrick Bruel. Avant d'y venir, je voudrais quand même préciser que je ne compte pas me positionner personnellement sur les sujets d'actualité tant que la justice ne s'est pas prononcée. Cela parce que la procédure judiciaire obéit à des principes démocratiques qui ont été pensés pour respecter les droits de chacun. Et même si le résultat de tout cela n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on en attendrait, ce sont ces principes qui nous distinguent des pays totalitaires ou fascistes. Voilà pourquoi je suis très attachée à l'idée de ne pas m'exprimer publiquement sur une affaire en cours de traitement judiciaire. Alors revenons-en maintenant à notre question. Pourquoi des hommes plutôt célèbres, politiques, artistes, chefs d'entreprise, commettent des agressions sexuelles, voire des viols, alors qu'ils sont plutôt sociables, extravertis, charismatiques, adaptés socialement, intelligents? Donc ils pourraient certainement avoir des relations amoureuses et sexuelles sans utiliser des stratagèmes de violence et de manipulation. Est-ce le pouvoir ou la célébrité qui leur monte à la tête qui les détraque? Un grand merci de m'avoir adressé cette question pertinente qui me permet d'aller à l'encontre de l'idée reçue, où le viol serait avant tout la conséquence d'une frustration sexuelle. L'auteur passerait à l'acte faute de pouvoir contenir ses tensions intérieures nées d'un désir sexuel impossible à assouvir dans une relation normale. Dans ce cas de figure, on imagine que les auteurs de violences sexuelles ne peuvent qu'être disgracieux, mauvais communicants, avec une hygiène corporelle douteuse et limitée socialement. En bref, on imagine des personnes qui inspireraient plus souvent du dégoût que du désir. Alors, cette idée est vraie pour quelques situations de viol, mais on est surtout là dans le cliché sur les motivations du viol. Un cliché qui masque une réalité plus complexe. En fait, il existe plusieurs autres motivations plus fréquentes qui mènent aux infractions sexuelles. Notamment, si vous avez déjà écouté plusieurs de mes podcasts, vous avez dû vous rendre compte que le viol est plus souvent une question de pouvoir, de narcissisme, de revanche ou de destructivité qu'une question de sexualité. Évidemment, toutes ces personnes puissantes et connues qui ont déjà été condamnées pour diverses agressions sexuelles n'entrent pas dans cette catégorie de motivation au viol, celle de la frustration sexuelle. Elles n'y entrent pas car elles ont le pouvoir de faire naître des sentiments et du désir grâce à leurs atouts. Elles sont physiquement séduisantes et peuvent profiter de l'aura, de leur notoriété ou de leur réussite matérielle pour collectionner les conquêtes. Alors, que recherchent ces personnes qui pourraient inspirer l'amour et le désir sexuel quand elles violent? Eh bien, il y a un début de réponse dans la question de mon auditrice. En effet, le goût du pouvoir peut être un facteur déclencheur aussi puissant que la frustration. Détenir un pouvoir sur beaucoup est sans doute un sentiment très jouissif,
Mais il se heurte forcément parfois à quelques situations qui le mettent en échec, car il existe un gap de taille entre le fait qu'un fan puisse éprouver une forte attirance pour une personne connue et celui où le fan est immédiatement disposé à avoir une relation sexuelle avec cette célébrité. Par là, je veux en venir à cette démonstration où plus une personne pense avoir de pouvoir, plus elle a besoin de le vérifier et plus elle risque d'en abuser. Et les médias le relaient assez. Nombre de situations d'infractions sexuelles sérielles commises par des personnes connues ou puissantes, telles qu'elles sont décrites par les victimes, renvoient à une sorte de comportement compulsif de ces auteurs. La victime n'est pas considérée comme une personne, mais comme une proie à posséder. On est presque dans une attitude de collectionneur compulsif où l'objet lui-même n'existe pas, car seule la possession de tout compte. Il peut s'agir d'une sorte d'addiction où l'auteur doit sans cesse se confirmer à lui-même que rien ne lui résiste. Le terrain psychologique sous-jacent peut être une personnalité narcissique qui va justement être attirée par les contextes de pouvoir, éventuellement avec des traits pervers pour certains, certaines, ou un syndrome d'hubris, plus communément connu sous la formule de prendre la grosse tête. Il s'agit d'une forme de trouble du rapport à soi, ponctuel, lié à un contexte particulièrement narcissisant. En réaction à l'idolâtrie, la personne devient arrogante, méprisante, égotique avec un certain sentiment de persécution qui découle du fossé qui se creuse entre lui et sa compréhension de l'autre. Devenir célèbre, accéder à une réussite professionnelle, personnelle fulgurante ou remporter une élection peuvent être des contextes favorables à la naissance d'un syndrome d'hubris. Parfois, les personnes sont déjà installées dans un trouble de la personnalité narcissique avant de devenir connues ou avant leur réussite professionnelle, ce qui ne va pas les aider à modérer leurs idées de grandeur, confinant même parfois au délire mégalomaniaque quand la réalité rejoint leurs idées grandioses d'eux-mêmes. Et d'autres fois, c'est une fragilité narcissique assez banale qui va donner lieu à un syndrome d'hubris le temps que durera le succès. Aussi, pour répondre à la question: «Est-ce le pouvoir ou la célébrité qui leur monte à la tête, qui les détraque?» Oui, parfois il s'agit d'un syndrome d'hubris, mais sans doute assez souvent le problème était déjà là. Même si cette réalité chiffonne, on peut avoir, la psychologie d'un potentiel auteur de violences sexuelles et être séduisant, riche, doué dans toutes sortes de domaines, devenir connu, remporter une élection et cetera. Dans ces cas-là, la logique du passage à l'acte est le contraire du syndrome d'hubris. La notoriété, la réussite, les facilités matérielles sont mises au service de la déviance. Je peux vous citer en exemple un cas sans doute peu connu en France, celui de Jared Fogle. C'était un Américain né en 77, obèse, complexé et solitaire, qui a connu une célébrité fulgurante en 2000, à l'âge de 23 ans, suite au régime miracle qu'il a conçu tout seul et qui lui a rendu sa silhouette d'adolescent. Son coup de génie a été de se nourrir exclusivement de sandwichs Subway. Apparemment doux, gentil et simple, il est devenu une véritable star aux États-Unis. L'enseigne l'a embauché à des fins de promotion de la marque, offrant à Jared un confort de vie et une tribune exceptionnelle pour y délivrer ses messages de prévention contre l'obésité, spécialement à destination des jeunes, son public de prédilection. Mais voilà, en 2015 tombe le masque. Jared est en réalité un pédophile actif qui profite de son succès pour rapprocher des mineurs. Il est condamné cette même année à 15 ans de prison ferme. Il est l'exemple de ceux qui se servent de leur succès pour assouvir leur déviance sexuelle. Pour résumer, être beau, séduisant, riche, doué, connu et reconnu, paraître gentil ou généreux ne garantit pas la bienveillance. Derrière les apparats peut se dissimuler une autre réalité. Plaire n'empêche donc pas de vouloir posséder, dominer ou détruire l'autre. So many people, our toil is fattened, and one day soon those birds of prey will vanish from the sky, and then on that glorious day the blessed sunlight then will stay. So Voilà, je vous quitte le temps de mes vacances, mais on se retrouve dès la mi-juillet pour un prochain épisode d'auteur de violences sexuelles derrière le masque. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite un bel été. decency unites the human race, only decency and love.
Nothing below and nothing above, just love. Only love. 'Tis the final conflict. Let us unite, and tomorrow decency and love will be the human race. No more tyrant, no more dictator.